dispo. Bonjour et merci beaucoup. Donc, je vais vous faire un panorama rapide sur les inégalités sociales de santé et la COVID en termes un peu international. Et ensuite, on va entendre à partir des propos de Nathalie et de Stéphanie des choses un peu plus spécifiques à la France. Donc, on voyait arriver au loin la tempête des inégalités sociales de santé en termes de la COVID lorsque la pandémie s'est déclenchée. Donc, pour ceux qui travaillaient sur les inégalités sociales de santé, on savait à peu près ce qui allait se passer malheureusement. Mais vu les constats que je vais vous faire maintenant et aujourd'hui, je pense que cette tempête qui est plus large et beaucoup plus au long terme, une autre tempête du coup, n'est pas encore arrivée et est toujours sur l'horizon. Et nous avons à nous mobiliser en santé publique pour y faire face. Donc, le constat sur les différences sociales en termes du risque d'exposition à la COVID, en termes des risques de faire une forme grave, en termes des risques de mourir et ou d'avoir un mauvais accès aux soins ou accès au vaccin, sont vraiment partagés internationalement. Et ici, juste un petit exemple de ça, parce qu'à mon avis, vous les avez bien vus quand même dans la littérature. Un exemple du Brésil, où on voit à droite sur le graphique que les facteurs de risque liés à la mortalité Covid sont en ordre de l'importance de leur effet sur cette mortalité. Et on constate d'abord tout en haut, bien sûr, que c'est l'âge avancé qui était un fort facteur de risque pour cette mortalité. Mais ensuite, nous voyons tout en dessous assez rapidement des éléments sociaux de l'épidémiologie sociale qui marquaient des inégalités, c'est-à-dire le statut ethno-racial au Brésil, les personnes racisées comme pardo ou noires ayant un fort risque de mortalité Covid au-delà d'une bonne partie des autres comorbidités qui venaient ensuite en termes de facteurs de risque. Donc voilà, et ce constat était partagé dans d'autres pays. Pour les conséquences sociales plus à long terme, directes et indirectes, c'est-à-dire rupture de soins pendant cette période, Covid long pendant cette période qui va continuer d'ailleurs, et pour les conséquences à très long terme de l'effet socio-économique drastique de la pandémie, je pense que la tempête n'est pas encore arrivée. Et on a quelques pistes pour nous indiquer ce qui se passe. Donc ici, on voit l'espérance de vie aux États-Unis comparée à d'autres pays riches, donc ce qu'ils ont appelé peer countries dans ce travail. Et donc on voit en violet la période de 2010 et 2018 où on voit le changement de l'espérance de vie qui est augmentée, donc c'est-à-dire l'espérance de vie jusqu'en 2018 globalement était encore en augmentation. Et ensuite en jaune, les barres démontrant le changement dans l'espérance de vie entre 2018 et 2020, où partout dans cette étude, l'espérance de vie a baissé, mais on va voir dans un peu plus de détails qu'elle n'a pas baissé de façon égalitaire. D'abord, elle a baissé plus fortement aux États-Unis que dans les autres pays riches. Et en comparant le graphique du haut et celui du bas, on voit une différence entre les hommes et les femmes avec une plus forte baisse de l'espérance de vie chez les hommes. Et lorsqu'on regarde tout à droite dans ce graphique, on constate des inégalités importantes aux États-Unis en termes ethno-raciaux, encore une fois, c'est-à-dire les personnes racisées comme étant hispaniques ou noires ont vu une dramatique baisse de leur espérance de vie et surtout chez les hommes, et notamment les hommes hispaniques aux USA. Donc ça, c'était pour des pays, on va dire, un peu plus riches dans le développement humain est élevé. Justement, sur l'indice de développement humain de l'ONU, ils viennent de sortir récemment un rapport démontrant qu'au niveau international, il y a eu une recul importante de l'indice de développement humain, donc un indice qu'on utilise pour marquer et examiner l'avancée ou le recul du développement humain en termes de l'espérance de vie, de l'éducation
et aussi de l'économie, c'est-à-dire Gross National Income. Donc, ce qu'on voit tout à droite, c'est une drastique baisse de cet indice de développement humain projeté pour l'année 2020. Et on constate que ça vient par-dessus une baisse de cet indicateur de développement humain qui a eu lieu depuis la dernière décennie, depuis au final la crise économique de 2008. Donc en fait c'est un événement ou une suite d'événements sans précédent depuis que cet indicateur a été construit en 1990. Et cette simulation de l'ONU nous amènerait à un niveau de développement humain au niveau global équivalent de ce qu'on a vécu aux années 80. Donc c'est un recul énorme avec des conséquences que je pense jusque-là, on ne les a pas encore vues se développer. Et l'ONU met l'accent sur un certain nombre de points qui sont importants pour les inégalités sociales et donc les inégalités sociales de santé. D'abord, la fracture numérique en 2020 a été tellement importante, c'est-à-dire en termes d'accès aux structures et aux infrastructures et à l'équipement, qui ont fait que certaines personnes ne pouvaient plus continuer de travailler, ne pouvaient pas continuer leur éducation ou leur socialisation avec les autres. On a vu des énormes inégalités en termes de l'éducation et en 2020, 86% des enfants de l'âge primaire dans les pays à développement faible n'ont pas suivi leur éducation par rapport à 20% des enfants primaires dans les pays à haut niveau de développement. Donc, une différence vraiment énorme. Et l'ONU met aussi l'accent sur les femmes, leur expérience au niveau de la COVID elle-même, c'est-à-dire leur exposition en termes de leur travail, etc., a été plus élevée, mais aussi le poids et le fardeau du travail domestique, que ce soit pour les enfants, etc., qu'elles ont dû absorber, et aussi la recrudescence des violences auprès des femmes en termes de domestiques et des violences de façon générale. Donc, c'est pas un paysage très joyeux que je peins pour vous aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut bien sûr répondre à tout cela et je pense que assez rapidement, on pourrait répondre à deux gros problématiques qui se sont vraiment montrées importants, notamment pour la France en santé publique en termes des inégalités sociales de santé et la COVID. Premier, c'est le problème des données. Pour adresser les inégalités sociales de santé, il nous faut pouvoir analyser des données sociales et des données de santé ensemble. Or, ils ne sont souvent pas collectés ensemble, que ce soit dans les dossiers médicaux où on collecte plutôt des données de santé ou des données sociales qui sont collectées par ailleurs. Et du coup, ils ne sont pas interopérables, on ne peut pas les mettre ensemble pour les analyser. Et puis par ailleurs, il y a un manque de certaines données sociales aussi. Donc, on se contente de faire des statistiques là pendant la pandémie à une échelle vraiment très élevée. Par exemple, l'échelle départementale où on soulignait souvent la problématique du Seine-Saint-Denis. On a pu faire des progrès au cours des mois, mais c'est encore très approximatif. Et il nous faut nous améliorer sur ça. Et pour ça, il y a quand même une solution, c'est de rendre interopérables les données qui existent, qui sont dans des silos différents. On pourrait faire comme dans l'exemple ici, je vous montre ce qu'a fait Public Health England avec un tableau de bord sur les inégalités sociales de santé. Et on doit aussi collecter des données pertinentes. Mais pour ça, il faut garantir les données éthiques, leur stockage éthique, voilà, protéger les personnes, sans non plus créer des systèmes tellement procéduriers et pénibles qu'on nous empêche de travailler. Mais ce genre de tableau de bord nous amènerait à comprendre la situation, à répondre plus vite avec de la recherche, avec des études ad hoc et aussi avec des actions. Donc, il nous faut aussi peut-être nous confronter au manque de données de catégories ethno-raciales en France. Bon, c'est polémique pour la France, c'est sûr. Peut-être qu'il ne faut pas s'y confronter en période électorale, mais si on veut vraiment examiner les inégalités sociales de santé, peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faut progresser.
Donc voilà, il nous faut déverrouiller cette situation afin de pouvoir vraiment avancer sur la compréhension des inégalités sociales de santé en France de façon plus rapide. Deuxième gros question que je pense et on pourrait résoudre, c'est le manque de connaissances. Et là, je mets aussi auprès des acteurs de santé aussi, merci, sur comment sont construites les inégalités sociales de santé. Il semble y avoir un vrai manque de connaissances sur le fait que les inégalités sociales de santé sont incorporées tout au long de la vie, biologiquement, de par des processus sociaux biologiques. Et je pense que Cyril a dû faire allusion à ces questions ce matin. Donc, le réflexe en général, lorsqu'on évoque les inégalités sociales de santé, que ce soit dans les médias, mais même aussi dans le système de soins, c'est de pointer du doigt le système de soins d'abord, et puis ensuite de dire, ah ben c'est peut-être des raisonnements génétiques derrière ces différences entre populations. Or, en fait, les discriminations, les expositions socio-économiques tout au long de la vie créent des susceptibilités ou des différences biologiques donnant lieu en partie aux inégalités sociales de santé. Et ce n'est pas forcément bien compris. Donc, je vais adresser quelques points peut-être un peu plus politiques maintenant. Donc, pour redresser les inégalités sociales de santé, c'est pas original de le dire, mais il faut le faire, c'est-à-dire il faut réfléchir à la prévention primordiale dans toutes les politiques et sortir donc du champ classique ou typique de la santé biomédicalisée. Il nous faut sans doute adresser le réflexe aussi d'aller vers se focaliser sur le comportement des individus avec des injonctions contradictoires où les individus, on leur dit de faire des choses différemment tout en les encourageant de faire tout le contraire. Voilà. C'est toujours des choses auxquelles il faut sans doute se confronter. Et challenger et surtout promouvoir des politiques qui permettent d'adresser les inégalités sociales de santé. Donc, par exemple, un succès marqué, c'était par exemple le chômage technique qui a eu lieu dans certains pays pendant cette pandémie. Et ici, ce qu'on voit, c'est dans les pays OCDE, on voit que le congé, la rémunération des employés lorsqu'ils ont été en isolation à cause de la Covid, donc le congé maladie, a quand même bien fonctionné lorsque un pays a décidé de le mettre en œuvre, donc avec des politiques de congé maladie, par exemple. Donc, je vais finir avec un tableau où j'évoque ces politiques d'accès aux inégalités sociales de santé à travers des échelles différentes de politiques sur lesquelles la santé publique peut vraiment se concentrer. Bien entendu, il y a l'accès aux services. Donc, en rouge, il y a des typologies différentes. Il y a ensuite la protection des emplois et il y a l'investissement sur les infrastructures, les investissements en termes territoriaux, en termes de logement et accès aux espaces, etc. Et enfin, bien entendu, tout ce qui concerne l'éducation et les enfants, la petite enfance et les adolescents pour investir dans leur avenir et pour réduire les inégalités sociales en sortant du silo de la santé, des politiques de santé uniquement. Voilà, je vous remercie et on va écouter des choses plus spécifiques à la France sur la Covid par la suite. Alors, comme vient de le dire Michel, je vais vous présenter maintenant des données qui sont issues, sur des données françaises, qui sont un peu issues des systèmes de surveillance mis en place avec beaucoup de partenariats avec la recherche. Je suis moi-même chercheur affilié à Bordeaux Population Health à l'UMR 12-19. Donc, je vous montre un petit peu je vous montrerai très rapidement le contexte puisque ça a été largement évoqué précédemment. Donc, le risque d'infection par la Covid, elle est beaucoup plus forte en fait chez certaines personnes. C'est un risque différencié, tout comme le risque de développer des formes graves et de décéder puisqu'ils sont inégalement répartis dans la population. Souvent par trois mécanismes sous-jacents. D'abord, une exposition différentielle face au virus.
une plus grande fragilité face aux maladies infectieuses par des conditions de vie particulièrement difficiles, ne serait-ce qu'en termes d'alimentation et de sommeil, et à leurs complications, puisque ce sont des personnes qui ont souvent des comorbidités associées. Et le troisième process, c'est bien sûr une inégalité de recours aux soins avec un allongement souvent des prises en charge, comme ça a été évoqué. Donc ça amène les personnes qui sont dans ces situations plus précaires d'avoir des risques accrus d'infection, mais aussi un risque accru de décès. Alors le risque accru d'infection, souvent parce que les personnes habitent dans des zones plus denses et la densité et la promiscuité sont des facteurs de propagation de l'infection Covid, mais aussi par les difficultés à pouvoir appliquer les gestes barrières, puisque souvent il n'y a pas de télétravail possible, une accessibilité aussi à l'information qui n'est pas toujours adaptée. On a sans doute évoqué aussi les problèmes de littératie auxquels nous sommes différentiellement confrontés dans la population. Et puis les risques accrus de décès par les comorbidités qui sont plus fréquentes et le retard de prise en charge qu'on vient d'évoquer. Alors, on l'a dit, hein, on a beaucoup de difficultés pour recueillir les déterminants sociaux en France. D'abord parce que c'est pas détecté dans nos systèmes de surveillance classiques. Hein, on n'a pas d'indicateurs individuels, comme l'a souligné Michel. Ce n'est pas recueilli dès l'amont, en fait, hein, c'est-à-dire dès les données qui sont des données médicaux, hein, des dossiers médicaux. Et puis, on n'a pas de données non plus sur la dynamique des déterminants sociaux. Donc, on pallie un petit peu à ça. En fait, souvent, on n'a que des enquêtes transversales. Alors, les conséquences, elles sont une invisibilité totale avec des conséquences collectives. Hein, ça favorise la dissémination, mais aussi des conséquences individuelles avec des retards de prise en charge puisque le phénomène est méconnu. Donc, pour pallier à ça, on peut mettre en place des analyses sur les inégalités sociales de santé que de façon macro, et on peut aller jusqu'à descendre, pas forcément au niveau départemental. C'est vrai que la Seine-Saint-Denis était le premier focus, mais on peut descendre au niveau de la commune, voire même de l'IRIS, mais on reste sur des analyses écologiques. Et puis, dans nos dispositifs de surveillance, puisqu'on n'a que souvent un code postal hein, ou un code commune qui nous permet donc de faire des données qui soient plutôt géographiques. Alors, on met du coup en place des études. On en a mis quelques-unes en place. Ça peut être soit des études transversales pour montrer un peu la fracture, notamment on l'a fait dans l'étude qu'on fait ado pour montrer la fracture sur la santé mentale des enfants et des jeunes qui ont été particulièrement impactés, comme l'a souligné Michel, avec une différenciation de genre. Hein, mais aussi des études plus répétées permettant d'avoir des données et une dynamique, notamment par l'enquête Coviprev, mais ne sont pas présentées ici. Ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est quelques points illustratifs qui sont issus de différents travaux avec une bonne collaboration, donc surveillance et recherche. D'abord sur la dynamique épidémique avec l'équipe d'Equity de Toulouse. Ensuite sur la mortalité dans le projet DCCOV avec le CEPIDC, donc qui s'est divisé en deux en fait et qui vont ensuite se réunir. Donc la mortalité avec l'indice de défavorisation du FDEP, donc qui a été fait par le CEPIDC et puis l'équipe de Bordeaux, et puis des mortalités en prenant en compte le pays de naissance, comme ça a été évoqué, donc avec le CEPIDC et les équipes de l'INED. Et on a partagé ces travaux avec d'autres chercheurs. Donc les inégalités sociales et la dynamique épidémique avaient pour objectif de décrire la dynamique de la distribution sociale au niveau de l'IRIS, hein, c'est-à-dire au plus près du quartier, sur les taux d'incidence, de positivité et de dépistage de la Covid à partir des systèmes de surveillance dont on dispose, notamment à Santé publique France. Alors la méthode, on les a pris via le système SIDEP. Donc le système SIDEP, c'est un système d'information sur le dépistage populationnel où on avait l'âge, le sexe, l'adresse, on avait également les professions de santé et puis l'apparition des symptômes. Donc vous voyez que les données sont quand même assez sommaires d'un point de vue des déterminants sociaux. Donc sur chaque iris, on a pu y caler un indice de défavorisation, hein, qui est l'indice de l'EDI de 2015, qui a été un indice en fait composite qui comprend 10 dimensions. Hein. On a le pourcentage de personnes à l'étranger, de ménages sans voiture, de personnes qui sont ni cadres ni intermédiaires, de familles monoparentales, de ménages de moins de 2 personnes, ceux qui ne sont pas propriétaires, le pourcentage de chômeurs, ceux qui sont sans enseignement supérieur, le pourcentage de logements surpeuplés. Et voilà, ce sont des indices qui permettent un peu de compiler un petit peu ces problèmes de défavorisation, et on le divise en quintiles
avec plus le quintile augmente, plus le niveau des défavorisations de l'iris est élevé. Donc la période d'étude a été du 14 mai 2020 au 5 mai 2021. Et j'ai choisi donc de vous présenter juste les résultats sur le taux d'incidence, mais on a fait plusieurs calculs, donc sur le taux d'incidence, mais aussi le taux de positivité ou le taux de dépistage avec les classes d'âge, et on a modélisé donc les différents rapports de taux avec des modèles à effet fixe puis à effet aléatoire. Mais là, je vous présente juste l'effet fixe pour vous montrer un petit peu le gradient qu'on observe. Donc vous avez ce tableau, le taux d'incidence, le taux de positivité et le taux de dépistage, en prenant pour référence le quintile le moins défavorisé, donc les plus riches si je caricature un peu, et le Q5 le plus défavorisé. Donc on voit le gradient au fur et à mesure des quintiles, plus les quintiles augmentent, plus les gens sont défavorisés, plus leur risque d'incidence et de positivité augmente. Et cette courbe-là est beaucoup plus évocatrice, donc puisqu'on voit donc en bleu le quintile le plus défavorisé et en rouge le quintile le plus favorisé. Et ce qu'on peut voir donc dans cette dynamique, c'est déjà les personnes donc de mai à septembre 2020 puis en janvier 2021 ont été particulièrement touchées dans le quintile le plus défavorisé. Et on voit qu'on finalement, on n'a pas tellement, on voit pas tellement ce gradient. On voit surtout l'effet du dernier quintile, donc le plus défavorisé, qui est très net. Et il agit avec une dynamique, on voit que les iris ont une dynamique différente. Il agit comme s'il y avait un décalage temporel dans le temps, avec l'indice le plus défavorisé, donc qui est beaucoup plus touché de façon disproportionnée que les autres, et ce au cours du temps, comme si les personnes avaient continué d'être infectées au moment des confinements. Donc le risque et la dynamique de l'infection sont associés à un niveau de défavorisation plus élevé, mais avec un effet très fort du quintile 5. Donc les raisons pour expliquer cette surincidence en fait sont multiples. On pense qu'ils ont une probabilité de vivre dans des logements plus surpeuplés et d'être plus souvent ni cadre ni profession intermédiaire, donc souvent liés à l'emploi ou sans enseignement supérieur, ce qui les expose à des métiers beaucoup plus à risque d'infection. Et puis le décalage temporel qu'on a vu pourrait être expliqué par une moindre réactivité aux mesures collectives de protection. C'est-à-dire que les travailleurs employés dans les secteurs essentiels, ce qu'on a appelé un peu les premiers de corvée, ne peuvent pas réaliser leur travail depuis le domicile et ont continué à être exposés, faute de pouvoir se mettre dans des conditions de confinement ad hoc. Le deuxième type de travaux qu'on a mené, c'est donc sur la surmortalité Covid. Le premier, donc, pour étudier le lien entre la mortalité, donc toute cause, et puis Covid-19, et puis l'indice de défavorisation en 2020, qu'on a comparé aux années précédentes. Donc, les données ont été collectées via le CEPI-DC. Donc, c'était tous les décès qui étaient entre 2015 et puis juin 2020, où dans ces certificats, on a encore des données très sommaires, toujours d'un point de vue des déterminants sociaux, mais on a le sexe, l'âge, la commune de résidence, la cause, Covid ou non Covid, et le code INSEE qui permet pour chaque commune, on a le nombre d'habitants par sexe, âge. Et donc, on a pu calculer l'indice de défavorisation pour chaque iris. Donc, cette fois-ci avec le FDEP, qui est un indice de déprivation à 4 dimensions. Et puis, on a pu attribuer toujours en quintile, donc avec le Q5, qui est la défavorisation la plus forte. Donc, la période d'étude était pendant la première vague, c'est-à-dire entre mars et mai. Et les années de référence sont portées entre 2015 et 2019. On a réalisé cette étude sur toute la France, mais en différenciant 3 zones géographiques avec un risque de surmortalité élevé, donc notamment le Grand Est et l'Île-de-France, un peu plus modéré, et puis faible là où il y avait eu très peu de Covid lors de la première vague. Il te reste 5 minutes. Très bien. On voit sur les ratios de mortalité, donc vous avez en 2015, 2019 le vert et en 2020 le bleu. On voit nettement ce gradient qu'on observe habituellement en vert dans toutes les années. Donc dans les régions élevées, modérées et faibles, il est à peu près constant. Et on voit qu'en 2020, donc il y a eu un effet très net dans les
dans les pays, dans les régions où la Covid était très forte et circulait beaucoup. Élevé avec une petite astérix et c'est pour retirer Paris. En fait, ça change pas grand-chose. On voit que dans le Grand Est et en région Île-de-France, ça a été très fort, un peu moins dans les régions Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, comme on les avait dans le modéré, et rien dans les régions faibles, avec, vous le voyez encore, un décrochage très fort du Q5, c'est-à-dire un effet beaucoup plus fort de surmortalité durant l'année 2020 chez ces personnes qui sont dans le dernier quintile. Donc le risque de surmortalité est toujours associé à un niveau de défavorisation élevé en France, comme on l'a trouvé, on l'a vu dans les pays limitrophes qui ont été présentés avant. Les raisons pour expliquer cette surmortalité sont que les personnes sont plus à risque d'infection, ont davantage de comorbidité et un moindre recours aux soins. Et la pandémie a vraiment accentué l'effet qu'on observe habituellement dans le gradient social chez les plus démunis, puisque le ratio de mortalité était bien plus conséquent dans les zones les plus touchées. Et les derniers travaux, donc rapidement pour montrer cette fois l'effet du pays de naissance en 2020 par rapport aux années précédentes. On a calculé des ratios avec les effectifs de décès par pays de naissance en 2020, en calculant les taux standardisés par méthode directe sur la population. On a stratifié donc chez moins de 65 ans pour prendre les personnes actives, puisqu'on sait qu'il y a un fort effet âge avec la mortalité, la stratification aussi par sexe et dans les zones géographiques aussi les plus touchées. Donc voilà le résultat pour faire écho un peu à ce que présentait Michel avant. On voit ici, j'ai choisi de présenter juste les travaux qui ont été menés sur le pays de naissance de l'Afrique, puisqu'on voit dans les années précédentes toujours une sous-mortalité des personnes qui sont nées en Afrique, qu'elles soient centrales, de l'Est, de l'Ouest, du Nord par rapport à la France, qui est en violet, qui s'explique par le ELF migrant effect, c'est-à-dire que les personnes migrantes sont souvent en meilleur état de santé. En plus, ce sont souvent des personnes plus jeunes. Et le biais du saumon, c'est-à-dire que souvent, ce sont des personnes rentrent chez elles, dans leur pays d'origine pour y mourir. Et là, on voit bien qu'en 2020, on n'a pas du tout ça. On a des personnes qui ont une surmortalité très très forte, notamment en Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Et ça, c'est la mortalité avant de 65 ans. Donc, on s'affranchit un peu de l'effet, on va dire, des grands âges qui gomment un peu les inégalités sociales. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une forte surmortalité en 2020 par rapport aux années précédentes, donc surtout pour les personnes qui sont nées en Afrique, avec une augmentation très forte pour les individus nés hors Europe, et une mortalité prématurée plutôt faiblement impactée pour les individus qui sont nés en Europe. Donc on retrouve cet effet du pays de naissance très fort qui a été retrouvé dans les autres pays, avec comme interprétation des mécanismes sous-jacents. Comme on a d'habituel une sous-mortalité, comme je vous le disais précédemment, là, on pense que le poids des déterminants sociaux est très fort. Ce sont des personnes qui sont non pas forcément pour des questions génétiques, mais plutôt pour des questions de conditions de vie, et notamment qu'elles sont souvent dans des régimes, dans des logements surpeuplés ou qu'elles ont des emplois qui les exposent particulièrement. Donc voilà, en conclusion, juste pour dire que le poids des déterminants sociaux est fort. On a une exposition différentielle face au virus et à la mortalité en 2020, donc c'est incontestable, avec un effet accélérateur qu'on voit sur l'accélération de la pente de la pandémie sur les inégalités sociales de santé. On remarque aussi que ce gradient n'est pas homogène, avec un plus lourd tribut qui est payé par le dernier quintile, donc les personnes vraiment les plus démunies. Pour faire écho un petit peu à ce qui est dit en préambule, ces travaux ils ont été menés dans des conditions vraiment difficiles parce qu'on n'avait pas de données sociales qui étaient collectées en routine, on l'a déjà dit, mais aussi il n'y avait pas d'interopérabilité des systèmes entre l'INSEE ou Santé publique France permettant une fluidification un petit peu des indicateurs de façon fluide, ce qui a expliqué un peu le retard de réactivité en temps de crise. Et il n'y a pas de moyens dédiés. On a une remontée très tardive des causes de décès. Des autorisations CNIL qui sont très compliquées pour tout le monde, notamment le travail sur la mortalité ne peut pas encore, pour être publié sur le pays de naissance, on a besoin encore des autorisations CNIL puisque ce sont des données sensibles. Il y a très peu de ressources et puis des compétitivités fortes. Donc ça expliquait un petit peu ce manque de réactivité en temps réel pour aider à la décision publique. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ces travaux parce qu'ils n'ont pu exister que parce qu'il y avait une bonne synergie entre les acteurs de la recherche et la surveillance pour pallier un petit peu à tous ces freins et ces obstacles auxquels on fait face depuis de nombreuses années maintenant. Je vous remercie.
et donc je vais vous présenter quelques données sur le Covid. Maintenant, oula, ça va beaucoup trop vite pour moi. Donc, je vais donc d'abord, dans un premier temps, vous rappeler un peu le cadre théorique, revenir très brièvement sur ce qu'on sait parce que Michel en a parlé longuement tout à l'heure, et puis illustrer à travers un certain nombre d'éléments la façon dont se construisent ces inégalités. Alors, ça ne marche pas. Voilà. Là, on est sur on le voit. C'est bon. C'est bon. Alors, le modèle théorique sur lequel je m'appuie, c'est en fait un modèle théorique que j'avais élaboré avec une équipe et en particulier avec Michel Ferrand, qui est sociologue au CNRS, pour comprendre en fait pourquoi les femmes avaient recours à l'IVG. Et on avait essayé de considérer que le recours à l'IVG, c'était la fin de l'histoire et qu'il fallait remonter dans le parcours pour comprendre ce qui se passait en termes de socialisation à la sexualité, d'activité sexuelle, d'utilisation ou non d'une contraception, de décider ou non d'avoir recours à d'interrompre la grossesse, d'avoir recours au système de soins et d'être pris ou non en charge par le système de soins. Et en fait, ce modèle-là, je l'ai repris dans le cadre d'un projet européen qui porte sur les inégalités sociales de santé au prisme du genre, qui est fait avec Muriel Darmon, Pierre-Yves Joffard et Michel Kelly-Irving, et on l'a amélioré, mais sur la base de ce modèle, pour proposer un peu de comprendre un peu ce que comment dirais-je, le bilan que Michel nous a présenté tout à l'heure, à savoir que dans tous les pays où les statistiques existent, on voit une surmortalité des personnes qui sont, alors c'est très clairement pour ce qui concerne les États-Unis et l'Angleterre, c'est pas des personnes qui sont nées dans un pays étranger, c'est des personnes noires ou des personnes hispaniques ou des personnes originaires d'Inde ou du Pakistan pour ce qui concerne le Royaume-Uni, et donc ça renvoie très clairement à la question de la racisation sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Et donc pour comprendre pourquoi finalement ces taux de mortalité sont aussi différents selon les caractéristiques sociales et les caractéristiques en particulier ethno-raciales, l'idée c'est de remonter toute la chaîne. Et des enquêtes comme celle que je vais vous présenter nous permettent justement de documenter les différentes étapes de ce processus qui commence, alors je ne vais pas revenir sur les questions de socialisation ici parce que c'est moins directement lié au sujet, mais les conditions de vie et les conditions de travail des personnes qui vont déterminer un certain niveau d'exposition objective au risque d'être en contact avec le SARS-CoV-2. Et puis, selon le fait qu'on respecte ou pas les mesures barrières, qu'il s'agisse de la distance sociale, du port du masque ou bien encore du gel hydroalcoolique, et puis plus récemment, selon le fait qu'on puisse ou pas utiliser le vaccin, se faire vacciner, ça va déterminer, d'un point de vue probabiliste, une plus grande probabilité d'être infecté. Ensuite, le recours au test permettra d'accéder plus ou moins rapidement au système de soins, même si en France, comme dans d'autres pays, la question des inégalités dans l'accès aux soins ne semble pas être majeure dans la construction des inégalités sociales en bout de chaîne. En revanche, une fois qu'on accède au système de soins, la question se pose surtout en période de crise. Est-ce que les mêmes personnes vont bénéficier des mêmes types de soins et en particulier du passage en réanimation ? Et bien sûr, en fonction de ça, et ce passage peut être très socialement déterminé, en fonction des comorbidités qui sont elles-mêmes distribuées de manière très inégale socialement, on va pouvoir mieux comprendre finalement l'outcome de santé, en l'occurrence ici le décès. Juste en dessous, j'ai marqué qu'il y avait d'autres problèmes de santé, juste pour dire que là, je vais me centrer dans la présentation de tout de suite sur la question du risque de Covid, mais sans aborder d'autres domaines comme les autres conséquences de santé, qu'il s'agisse de la santé mentale ou le report d'autres consultations pour d'autres problèmes de santé qui n'ont rien à voir avec le Covid, ou bien évidemment les conséquences sociales et économiques de l'épidémie sur la situation des personnes. Alors, ce cadre théorique étant posé, peut-être une petite précision, on en a parlé un petit peu, Cyril en a parlé un peu ce matin, ça a été évoqué dans quelques communications aussi. Les trois points importants qu'on souhaite, sur lesquels on insiste dans nos travaux sur le Covid, c'est d'abord l'aspect cumulatif, l'idée que vraiment ces inégalités sociales, elles se construisent du risque d'infection jusqu'au décès, avec l'idée que ce sont les mêmes groupes sociaux qui vont être confrontés à une plus grande probabilité
d'être infecté, mais aussi une plus grande probabilité d'avoir des difficultés d'accès, par exemple, au vaccin, et aussi qui seraient éventuellement les plus à même de ne pas forcément recevoir les meilleurs traitements. L'autre point important, c'est la question de la dynamique de ces inégalités au cours du temps, même sur une échelle très courte comme celle qu'on vit en ce moment avec le Covid. Stéphanie vient de montrer à travers les estimations qui avaient été faites sur des données macro, on voyait un déplacement des catégories de revenus au fil du temps. On a pu montrer, pour ce qui concerne les données d'enquête sur le Covid, qu'on avait assisté à une inversion de la hiérarchie sociale des personnes à risque d'infection entre le début et quelques semaines après le début de l'épidémie, avant le confinement, et quelques semaines pendant et après le confinement, où avant même que le confinement soit mis en place, les cadres supérieurs étaient plus à risque d'être en contact avec le virus, alors que la situation a évolué et que le confinement les a largement protégés, tandis que les catégories populaires et les catégories racialisées se trouvaient plus exposées. Le dernier point sur lequel je voudrais revenir avant de passer aux résultats, c'est la question de l'intersectionnalité dont on parle beaucoup depuis quelque temps. Juste pour dire qu'ici, l'intersectionnalité, c'est tout simplement en référence à une approche sociologique des inégalités de santé, en considérant que ces inégalités sont finalement la manifestation des structures hiérarchisées de la société qui s'expriment dans les corps, et en référence à une sociologie des rapports sociaux de pouvoir, on essaye de considérer simultanément les rapports de genre, les rapports de classe, les rapports de race, voire les rapports de sexualité ou les rapports de génération selon le cas. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le Covid, c'est très clairement les rapports de classe en premier, je dirais, les rapports de race et les rapports de genre. Voilà. Et que l'intérêt de développer ces approches intersectionnelles, c'est que en se centrant uniquement sur une seule dimension, comme par exemple les rapports de genre, on retombe vite dans un risque d'euphémisation en disant les femmes sont tac, 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 ou les hommes sont tac, 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 alors qu'en fait, d'un point de vue aussi bien de sociologie que de santé publique, le fait d'être une femme n'a aucun sens, pas plus que le fait d'appartenir à une catégorie sociale donnée, si on ne tient pas compte des autres caractéristiques sociales en même temps. Donc l'idée, c'est bien, dans l'intersectionnalité, de travailler simultanément sur ces différents rapports sociaux qui placent les individus dans des positions sociales qui les exposent plus ou moins à des questions de santé. Alors là, je vais rapidement exposer quelques résultats sur les différentes étapes que je vous ai présentées tout à l'heure dans mon schéma de toutes les couleurs, pour vous montrer ce qu'on a pu montrer avec nos enquêtes, c'est qu'effectivement, le fait de vivre dans une commune de forte densité, le fait de vivre dans un logement surpeuplé, et à l'inverse, le fait d'avoir pu bénéficier du télétravail, de ne pas avoir pu bénéficier du télétravail, sont des facteurs qui sont fortement associés au risque d'exposition. Et là, juste parce que je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails, mais c'est juste pour vous montrer l'extrême variabilité sociale de ces expositions au risque selon les groupes sociaux. Si vous prenez par exemple les personnes qui sont nées en France de parents français, 31% d'entre elles vivent dans une commune de forte densité, ce qui est le cas de 72% des populations racialisées. Si vous regardez le pourcentage de personnes qui vivent dans un logement surpeuplé, au sens de l'INSEE, c'est 9% de la population native contre 40% des populations racialisées. En revanche, pour ce qui est du pourcentage de personnes qui ont pu bénéficier du télétravail, c'est 22% de la population native contre 15% des populations racialisées, et le chiffre le plus important étant d'ailleurs le fait de télétravailler. Vous voyez ici que près d'un cadre sur deux a pu télétravailler pendant l'épidémie, la première vague. Alors je continue et je vois qu'il me reste presque que 5 minutes pour dire que maintenant, si on regarde quelques indicateurs, toujours par rapport au schéma processuel que je vous ai présenté en introduction, autant on a des différences sociales très marquées sur l'exposition au risque, comme je vous l'ai dit, autant on n'a pas de différence dans le recours au test quand on regarde les personnes qui vivaient avec une personne séropositive, qui est-ce qui a fait un test. Et bien là, les catégories sociales ne sont plus discriminantes en termes de profession ou en termes d'appartenance ethno-raciale, ce qui montre bien l'intérêt de décomposer les différentes étapes, parce qu'on n'est pas forcément désavantagé à toutes ces étapes, et là, c'est sans doute à mettre en perspective avec un système de santé qui offre un accès gratuit aux tests.
Sur un autre enjeu, on n'a pas encore des données fines sur la pratique vaccinale, ce qu'on aura dans très peu de temps avec une nouvelle vague d'enquête. Là, c'est les réticences vaccinales, c'est-à-dire c'est les personnes qui disaient clairement qu'elles ne voulaient absolument pas se faire vacciner, interrogées au mois de novembre 2020. Alors, on va voir dans quelques semaines ce qu'il en est dans la pratique effective, mais en tout cas pour montrer que cette réticence vaccinale, pour des raisons sur lesquelles j'aurais pas beaucoup de temps de revenir maintenant, mais peut-être en discussion, cette réticence, elle est très marquée socialement, et on a clairement, qu'on regarde le niveau d'études, le niveau de revenus ou l'origine ethno-raciale, on a clairement les groupes de population les plus défavorisés qui refusent beaucoup plus le recours d'idée de se faire vacciner contre le Covid. Et pour ce qui concerne, et ça renvoie à des phénomènes bien connus en sociologie de la santé sur la distance sociale entre les groupes les plus en bas de l'échelle sociale et le corps médical ou ses représentants. Et pour ce qui concerne les populations immigrées, ça renvoie aux travaux sur les expériences sociales de discrimination dans l'accès aux soins et surtout les débats internationaux qui tendent et les inégalités internationales d'accès au vaccin qui renvoient dans les représentations aussi le vaccin pour certains à un produit accessible et construit pour les personnes blanches. Alors, je termine sur les résultats pour respecter le temps. Sur la question de prendre simultanément en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une perspective intersectionnelle, non pas uniquement dans des modèles multivariés qui permettent de tenir compte simultanément du sexe, du niveau d'études, de la classe sociale et de l'origine migratoire. Là, l'idée, c'est de passer par d'autres méthodes d'analyse statistique où véritablement on essaye de voir comment, à partir de méthodes de classification ascendante hiérarchique, comment se structure socialement la population par rapport à ces principaux rapports de domination que j'évoquais en introduction qui renvoient au genre, à la classe et à la race, et ensuite de regarder par rapport à la structuration de cette sociale, de cet univers de population, d'appliquer ensuite par rapport à ces groupes, quel est le niveau de séroprévalence qu'on peut observer. Et donc là, vous avez la séroprévalence qui ressort de ces modèles-là. Bon, c'est ajusté aussi sur l'âge, les ressources financières, la densité, enfin le surpeuplement, la région et le type de ménage. On voit à travers ces données que les femmes qui sont dans les professions de santé, et donc essentiellement les infirmières et les aides-soignantes, ont une probabilité d'être séropositives à travers un test sérologique qui a été fait, 2,5 fois plus élevé que la catégorie de référence qui sont les hommes cadres supérieurs nés en France de parents français. Et donc voilà, c'est juste pour vous montrer à quel point, quand on tient compte simultanément des positions sociales dans toute leur complexité, on arrive à des écarts extrêmement marqués en termes de séroprévalence qui dépassent les écarts qu'on peut avoir si on prend juste en compte un seul critère, comme par exemple l'origine migratoire ou le revenu qu'on peut avoir. Tout l'intérêt de travailler dans une perspective intersectionnelle qui permet vraiment de refléter ce que je rappelais en introduction, refléter le fait que finalement la santé, c'est vraiment un révélateur de la structure très hiérarchisée des sociétés dans lesquelles on vit et qui donc se manifeste dans les corps. Et vous disant tout ça, je me rends compte que j'ai osé faire une présentation sans présenter de données méthodologiques. Tout ça est basé sur l'enquête EPICOF, qui est une enquête de 130 000 personnes auprès d'un échantillon aléatoire, qui a été réalisée par une équipe de chercheurs sous la responsabilité de Josiane Warszawski, médecin épidémiologiste, et de moi-même. Et donc, oh là, ça va vraiment très vite. Donc, avant de conclure, j'aurais juste à dire que la surexposition des immigrés hors Europe au Covid, en fait, est liée à leurs conditions de vie et que, voilà, et que ça passe par des conditions de vie défavorables pour expliquer la surreprésentation, ce qui est un résultat tout à fait important. Et pour conclure, je dirais que des choses qui ont déjà été dites, donc ça va aller très vite, c'est la nécessité d'étudier ces inégalités sociales en tenant compte de toutes ces positions, aussi bien dans la recherche que dans la surveillance. Et pour ouvrir le débat qui ne sera certainement pas clos aujourd'hui, c'est que c'est tout à fait possible d'un point de vue juridique
les dispositions légales et méthodologiques nous permettent de recueillir des informations qui permettent de caractériser l'appartenance ethno-raciale et que ça relève d'une politique, d'une décision politique, un peu à l'instar de ce qu'on a pu observer il y a quelques années dans les réticences à documenter les différences par sexe pour travailler sur l'impact des rapports de genre sur toute une série de questions de santé ou de société. Et puis, dernier point aussi, la nécessité de développer une approche intersectionnelle pour informer, mieux comprendre la construction de ces inégalités et donc informer les politiques de prévention pour ne pas essentialiser les différences qu'on observe dans tous les domaines et dans le domaine du Covid en particulier. Merci. Merci Nathalie. Donc c'est le moment des questions. Donc il y a plusieurs questions qui ont été posées. Donc il y a eu des questions qui ont été posées de manière générale. Donc pour tous, quelles étaient les barrières à l'utilisation de statistiques ethniques ou à la mise en place d'études ethniques en France? Mais je pense que tu as un petit peu répondu, Nathalie, par rapport à cette question. Mais si tu as des éléments que tu veux compléter sur la difficulté de travailler sur les statistiques ethniques en France, tu peux peut-être rajouter un élément. Je vais peut-être dire que c'est quelque chose en même temps de très simple et de très compliqué. C'est très simple au sens où la loi informatique et liberté qui a été modifiée en 2008 et l'application du RGPD n'empêche pas de recueillir des données qui permettent de caractériser finement l'appartenance ethno-raciale. Là, on utilise des proxy variables qui sont le lieu de naissance et la nationalité d'égaux et de ses parents, parce que les données sur le lieu de naissance de la personne ne sont pas du tout suffisantes pour travailler sur la question de l'appartenance ethno-raciale. Donc, je dirais que la loi autorise les chercheurs à le faire. Elle autorise même à poser des questions sur la couleur de peau. On l'a d'ailleurs fait dans une enquête du défenseur des droits sur les discriminations sur un échantillon de 5000 personnes. Il y a beaucoup de réticences, et je dirais y compris parmi les chercheurs. Parmi les politiques, parmi les responsables de la statistique publique, il y a des réticences. Et parmi les chercheurs, et je pense, et parmi les épidémiologistes en particulier, parmi les sociologues aussi, et je pense que on va pas ouvrir ce débat parce que c'est un peu long, mais en tout cas, je pense que ça fait vraiment référence à un manque de connaissances et de réflexion, parce que finalement, c'est quand même le b.a.-ba de la démarche scientifique que de décomposer par âge, par sexe, par profession. Quand on est dans une société qui est aussi structurée sur des rapports sociaux de domination, que ça nous plaise ou non, qui sont fondés sur toute une histoire, en particulier coloniale. La race n'existe pas, mais le racisme existe, et les rapports sociaux de race sont structurants dans la société dans laquelle on vit, et donc il n'y a pas de raison de ne pas les prendre en considération. Et je dirais juste pour conclure que l'argument qui est souvent avancé pour s'opposer à ces questions-là, il y en a deux, les deux arguments. Il y en a un, c'est que les gens ne se définissent pas par rapport à leur couleur de peau, c'est tout à fait vrai, mais notre identité, elle est plurielle, elle ne se définit pas non plus par rapport au sexe qu'on nous a assigné à la naissance, donc l'identité est plurielle. Et la deuxième, c'est ce que tu évoquais ce matin, Cyril, c'est que c'est incompréhensible qu'on pose des questions sur ce sujet et que les gens ne comprendraient pas qu'on leur demande, je ne sais pas, quelle est la nationalité de votre mère et où est-ce qu'elle est née. Je ne comprends pas pourquoi les Français ne comprendraient pas alors que les Anglais comprennent, les Américains comprennent. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas convaincus, et je fais mienne la remarque que tu as reprise ce matin, qui a été citée par je ne sais plus qui, peu importe. On ne veut pas voir ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. Merci Nathalie. Il y avait une question pour Stéphanie, qui était une question de précision. Stéphanie, on demande qu'est-ce qu'est l'effet, le salmon effect, ou le biais du saumon. Est-ce que tu peux rapidement juste préciser ce qu'on entend par là en épidémiologie quand on l'utilise? C'est comme les poissons, les saumons, ils reviennent tout le temps au même endroit pour pondre. Et là, c'est la même chose pour mourir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un effet que les chercheurs qui travaillent sur les personnes immigrées on l'a appelé comme ça, hein. C'est-à-dire que les personnes reviennent souvent dans leur pays d'origine pour y mourir. Et donc, on pense qu'en 2020, cet effet n'a pas été très fort, puisque dû aux mesures de protection collective, il y avait un confinement. Et donc, il faut ça reste à prouver et à mesurer, mais on pense que les mobilités n'ont pas été aussi fortes que les autres années. Mais souvent, voilà, c'est ça le biais du saumon. C'est que certaines personnes viennent en France pour y travailler, d'autres y restent, mais souvent, les personnes, elles aiment, comme
on l'a aussi interrégional hein, en France, c'est que souvent les personnes reviennent dans leur région d'origine, on va dire, ou leur pays d'origine pour y mourir. Voilà le biais du saumon. Merci Stéphanie. Il y avait une question qui était un petit peu pour, je dirais, pour toutes. Est-ce que les données, est-ce que ce que vous avez observé sur l'incidence, sur la surmortalité liée au Covid-19, ça recoupe les mêmes déterminants que vis-à-vis de l'acceptation de la vaccination? En gros, est-ce que c'est les mêmes déterminants qui semblent jouer sur la surincidence et la surmortalité que sur le fait de refuser la vaccination? Parce que Michel, au niveau international, tu as vu des éléments, et au niveau français, peut-être Nathalie, tu as vu tu as croisé ces infos. Oui, en termes des variables structurelles, c'est-à-dire lorsqu'on parle de justement tout ce qui est classe et variables ethno-raciales, il y a et des favorisations sociales peut-être au niveau des voisinages. Dans la littérature, on voit que c'est les mêmes patterns, que ce soit sur l'incidence ou alors sur le vaccinal. Mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres variables plus fines qui doivent distinguer ces phénomènes aussi. Par exemple, aux États-Unis, c'est très possiblement lié aussi au fait que certaines populations ont été source d'expérimentation médicale au cours des dernières décennies en termes de santé publique. Donc, leur manque de confiance au gouvernement et aux structures et aux autorités est compréhensible et fait partie de leur histoire et justement de la raison pour laquelle il faut étudier ces choses. Voilà, mais je pense qu'il y a des variables plus fines qui pourraient aussi expliquer ces choses. Au niveau des PICOV, Nathalie, est-ce que vous avez croisé rapidement oui. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, toutes les études dans tous les pays, toutes les études ont montré que les femmes étaient plus réticentes à la vaccination que les hommes. Alors bon, c'est super intéressant, mais ça nous mènerait un peu trop loin. Par rapport pour compléter ce que dit Michel, les études sur la vaccination montrent que aussi bien au niveau des réticences quand le vaccin était pas disponible que dans la pratique vaccinale, on a une moindre pratique vaccinale des personnes qui appartiennent à des minorités racisées. En France, on a vu ça également, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est quand on a toute l'histoire qu'on comprend mieux les choses, les personnes qui appartiennent à ces minorités racisées, qui sont donc plus souvent dans des conditions défavorables et donc sont plus souvent séropositives que les autres, ces personnes-là, elles se protègent autant. La surexposition n'est pas liée à une moindre protection. Ces personnes se sentent autant concernées, voire plus par la maladie, le risque d'être contaminées que les autres. Et elles se testent tout autant, ce que j'ai voulu montrer, elles se testent tout autant que les autres. Mais elles sont beaucoup moins en faveur du vaccin. Pour les hypothèses que j'évoquais tout à l'heure et dont Michel rappelait, l'une d'entre elles, c'est la défiance. La défiance en raison de l'expérience vécue, soit personnellement, soit au niveau des groupes de référence vis-à-vis du système de soins, et ça remonte à très loin. Tu parlais des dernières années, on peut parler des pilules qui ont été testées, toutes les premières pilules sur les femmes à Porto Rico. Donc c'est intéressant parce que ça montre la dimension éminemment sociopolitique de l'attitude vis-à-vis du Covid, quoi. C'est pas des groupes, ces groupes ne sont pas plus exposés parce il y aurait une espèce de déni vis-à-vis de la maladie. C'est des conditions sociales qui font qu'il y a une surexposition par rapport aux conditions de vie, aux conditions de travail, et ensuite un recours aux gestes de prévention qui est tout à fait semblable aux autres personnes, une préoccupation vis-à-vis de la maladie, un recours aux tests, etc. Et quand on arrive sur le vaccin, effectivement, on comprend ça. Alors de là à dire que c'est ce qui explique la surmortalité qu'on va voir le jour où on aura des données en France qui permettront d'aller au-delà du pays de naissance, le saut est un peu important, mais en tout cas, ça participe des mêmes logiques, oui. Merci Nathalie. Encore deux questions. Une peut-être un peu pour toi Stéphanie, je pense que tu es la mieux placée. Est-ce qu'il y a des études qui comprennent des données sur des populations qui sont souvent invisibilisées, comme les sans domicile fixe ou les travailleuses du sexe ou les travailleurs du sexe? Est-ce que tu as des éléments de réponse juste sur cet aspect-là?
Alors ces populations-là, elles échappent encore plus à tous les systèmes de surveillance puisque déjà, par exemple, pour certaines, le statut administratif fait qu'ils ne rentrent pas avec le numéro de sécurité sociale, sauf si on leur donne un numéro fictif pour permettre de les retrouver. Et donc souvent, ce qu'on fait, c'est des études ad hoc, c'est-à-dire on fait une approche populationnelle envers ces populations-là pour pouvoir les toucher. Il y a un mauvais terme d'ailleurs en épidémie, on les appelle hard to reach, alors qu'en fait, quand on se donne les moyens pour les joindre, elles sont très facilement joignables, elles parlent énormément et il y a énormément d'infos donc il faut se donner la peine de le faire. Je pense que c'est indispensable si on veut lutter contre les inégalités sociales. Il y a le gradient social d'un côté et la prise en compte des populations invisibles ou plus éloignées du système de soins qu'on rate parce que là, on est beaucoup sur le SNDS, mais évidemment, c'est des personnes qui recourent pas forcément aux soins, donc ils sont vraiment pas, ils sont dans l'angle mort en fait, encore pire que les autres, j'ai envie de dire, donc il faut vraiment aller les chercher. Et il y a des observatoires qui commencent à se mettre en place aussi, donc il faut s'appuyer et peut-être avoir une synergie aussi avec les acteurs pour ça. Donc notamment, on peut y aller avec les acteurs et les assos qui sont des relais très efficaces pour travailler auprès de ces populations. Et alors, une dernière question, mais qui va nécessiter 1 minute de réponse, et je vous annonce que la question n'est pas simple. Donc, il faudra que celle qui veuille répondre en 1 minute. Les analyses qui prennent en compte les caractéristiques ethniques et la couleur de peau, entre autres, sont vraiment nécessaires en effet, mais ne craignez-vous pas de légitimer le concept de race à force de l'employer dans le sens de l'étude des résultats du racisme? Donc, ça reboucle avec une question qu'on a eue ce matin sur quand on mesure ces choses-là, est-ce qu'on ne va pas légitimer certains concepts? Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire en 1 minute pour pas trop dépasser sur cet aspect-là? Donc, Michel, Nathalie ou Michel, allez. Je peux essayer de donner une réponse rapide. Je pense que avoir une vide dans les données, c'est ça qui donne raison aux légitimations de théories de race qui seraient biologiques ou essentialisées sur la génétique. Avoir des vides d'informations, ça permet aux gens de mettre derrière ce genre d'argumentaire, alors que d'avoir des données. Et en France, il faudrait qu'on ait des données qui soient bien réfléchies et calculées en termes de l'histoire coloniale française, c'est-à-dire on ne va pas prendre les catégories américaines, britanniques et boum, les imposer ici, bien sûr que non, il faut les réfléchir, mais ça permet de tenir en compte de ce qui s'est vraiment passé en termes social, socio-économiques et justement qu'on se confrontait à ce problème de l'essentialisation.